Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde un jeu dont tout le monde parle ces temps-ci et c'est le jeu de cartes Keyforge. Publié en 2018 par Fantasy Flight Games, le jeu est distribué au Canada par Asmodee Canada, qu'on voudrait prendre le temps de remercier de nous avoir envoyé cette boîte de Keyforge, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. Keyforge est un jeu de Richard Garfield qui avait préalablement inventé le jeu Magic the Gathering en 93. C'est un jeu pour 2 joueurs encore une fois où on va s'affronter un contre un et les parties vont durer de 15 à 45 minutes. Le but du jeu va être de forger 3 clés avant notre adversaire pour pouvoir remporter la partie. Keyforge est un jeu de cartes assez particulier parce qu'on a une dynamique de deck unique. Donc on ne peut pas fabriquer nos propres decks de Keyforge. On va acheter un deck et ce deck-là va être complet. On ne pourra pas le modifier, on ne pourra pas ajouter des cartes ou enlever des cartes pour essayer de le rendre meilleur. Donc notre deck est fixe et notre deck est aussi unique au monde. Donc la combinaison de cartes qui font notre deck est vraiment unique dans toute la communauté. Ce qui est assez spécial comme phénomène. Donc c'est un peu pour ça que tout le monde en parle ces temps-ci. Est-ce que ça fonctionne les decks uniques? On va regarder Keyforge ensemble, je vous montre comment on joue et après ça je vous dis ce que j'en pense. Dans la boîte de base de Keyforge, on aura 4 decks avec lesquels on peut jouer. Premièrement, on a nos 2 decks d'initiation qui sont les 2 mêmes decks pour toutes les boîtes de base de Keyforge et on suggère de les utiliser pour nos premières parties pour apprendre le jeu et découvrir les règles. Par la suite, on va pouvoir ouvrir nos 2 boîtes de decks uniques et expérimenter des decks un peu plus complexes avec des nouvelles habiletés. On va donc utiliser les 2 decks d'initiation pour vous montrer comment jouer à Keyforge dans cette vidéo. Alors chaque joueur va se choisir un deck. Par la suite, on va enlever notre carte de personnage, qui est la première carte qui d'un côté contient la liste des cartes qui sont présentes dans notre deck, mais on va la placer à côté de notre deck, face visible, donc avec le nom de notre personnage, et les 3 symboles des maisons qui font partie de notre deck. Donc ici on a un deck Logos, Sanctum et Indompté. Et de l'autre côté, on a un deck Bronnar 10 et Ombre. On va placer la carte personnage à côté du deck. Par la suite, les joueurs vont prendre 3 jetons de clés qu'ils vont placer à côté de leur deck. Et on va les placer du côté face cachée. Donc les clés ne sont pas forgées au début. Chacun des joueurs va se prendre une carte compteur de chaîne avec un petit marqueur qu'on va placer à côté de la carte qu'on pourrait avoir à utiliser si dans notre deck on a des cartes qui ont des effets de chaîne qui sont des cartes avec des effets très puissants mais qui vont nous donner des pénalités dans le nombre de cartes qu'on peut piocher. Dans les 2 decks d'initiation, on n'aura pas besoin des cartes de chaîne, mais si jamais on joue avec des decks uniques, on pourrait avoir des cartes qui ont des habiletés de chaîne, alors on va devoir utiliser les compteurs à ce moment-là. On va se faire une réserve avec les jetons d'ambre et on va se faire une réserve aussi avec les jetons de points de dégâts. On va placer à la disponibilité des joueurs les cartes de statut, donc on a des cartes de puissance qu'on pourrait ajouter à des créatures et les cartes de statut sonné qu'on pourrait utiliser pendant la partie. Finalement, on va déterminer le premier joueur au hasard. Le premier joueur va piocher 7 cartes de son deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour sa main de départ. Alors que le joueur qui va jouer deuxième va piocher seulement 6 cartes de son deck. Si les joueurs ne sont pas satisfaits de leur main de départ, on peut faire un mulligan. Donc on peut repiocher une autre main de carte en piochant une carte de moins. Une partie de Keyforge se joue à tour de rôle, donc les joueurs vont alterner les tours de jeu, vont jouer des cartes de leurs différentes maisons pour pouvoir placer des créatures sur le jeu, pouvoir essayer de dominer son adversaire et éventuellement essayer de ramasser de l'ambre sur leur carte de personnage. Lorsque les joueurs auront assez d'ambre, ils pourront forger des clés et le premier joueur qui aura forgé ces 3 clés sera le vainqueur. Chaque tour de jeu se divise en 5 étapes. Donc la première étape, on va devoir regarder si le joueur peut forger une clé. Alors on va regarder sur sa carte d'identité s'il y a au moins 6 jetons d'ambre, le joueur pourra forger une de ces 3 clés.
Donc, c'est automatique. Le joueur ne peut pas refuser de forger s'il a 6 encres et plus sur sa carte d'identité. S'il en a moins, on va tout simplement passer cette étape-là. On va passer à la prochaine étape du tour de jeu. Mais si on a 6 jetons d'ambre, on va les remettre dans la réserve commune et le joueur pourra retourner une de ses 3 clés à ce moment-là. S'il réussit à forger ces 3 clés, il gagnera la partie. Si jamais le joueur avait réussi à ramasser 12 jetons d'ambre sur sa carte d'identité, il ne peut pas forger 2 clés au début de son tour. Donc il ne pourra en forger qu'une seule à ce moment-là, va défausser 6 jetons d'ambre, forger sa clé, et il va encore avoir 6 jetons d'ambre sur sa carte d'identité. Par contre, certains effets de jeu ou certaines cartes de notre deck pourraient nous permettre de forger à l'intérieur de notre tour si on a évidemment le nombre d'ambres suffisant. On a aussi des cartes qui vont augmenter ou diminuer le nombre d'ambres que ça prend pour forger une clé. Donc il faut prendre ces effets de jeu-là aussi en compte lorsqu'on va forger. On passe ensuite à la deuxième étape de notre tour de jeu qui est de choisir une des 3 maisons de notre deck pour qu'elle devienne la maison active pour le tour de jeu. Le joueur pourra jouer des cartes, activer des cartes ou défausser des cartes de la maison qu'il choisira. Si le joueur possède des cartes dans son archive, qui est en fait une réserve de cartes cachées de son adversaire, ces cartes-là sont envoyées dans les archives selon différents effets de jeu qu'on pourrait avoir joués pendant la partie. Donc durant l'étape 2, quand on fait notre choix de maison, on pourrait prendre les cartes de notre archive et les ajouter à notre main de cartes pour le tour. On passe ensuite à la troisième étape du tour de jeu. C'est dans cette étape que les joueurs pourront jouer des cartes, activer des cartes ou défausser des cartes de la maison qu'ils auront décidé de rendre active pour le tour de jeu. Disons que le joueur a choisi la maison Sanctum comme sa maison active pour le tour de jeu, donc il va pouvoir jouer les cartes Sanctum qui sont dans sa main présentement et pouvoir les mettre en jeu. Il existe plusieurs types de cartes que l'on peut jouer pendant son tour de jeu. Premièrement, comme on est au premier tour de jeu, on a une restriction. Donc le joueur qui joue en premier peut seulement jouer une seule carte dans son tour de jeu. Donc c'est le désavantage d'être premier joueur. Mais si jamais on n'est pas au premier tour de jeu, il va pouvoir jouer le nombre de cartes qu'il veut tant que les cartes sont dans la maison active pour le tour. Le premier type de carte, on a les cartes d'artefacts qui sont des objets très puissants qu'on pourra utiliser. Ces cartes-là vont rester en jeu d'un tour à un autre sur la table et on pourra les réutiliser dans un tour plus tard dans la partie. Lorsqu'on décide de jouer une carte d'artefact, on va la placer côté incliné dans notre zone de jeu, dans notre zone arrière, et on ne pourra pas l'utiliser le tour où on vient de la jouer. On a ensuite les cartes de créatures qui pourront nous servir à aller chercher de l'âme ou évidemment attaquer les créatures de notre adversaire. Lorsqu'on place une créature en jeu, on va aussi la placer inclinée, mais on va la placer sur notre ligne de front devant nos rangées d'artefacts. Lorsqu'on va placer une nouvelle créature en jeu, on va devoir la placer soit à droite ou à gauche d'une créature déjà placée sur notre ligne de front. Et les créatures au bout de notre ligne de front sont considérées comme étant sur les flancs. Et certaines cartes vont avoir des habiletés supplémentaires sur les flancs, comme notre chevalier ici qui va gagner 2 de puissance s'il est sur un flanc de la ligne de front. On a aussi des cartes d'amélioration qu'on va pouvoir aller attacher à des créatures qui sont déjà en jeu pour les rendre plus puissantes ou leur donner des nouvelles habiletés. On a ici la carte Protéger les faibles qui premièrement a un symbole d'ambre en haut à gauche de la carte. Alors lorsque je joue une carte qui a un symbole d'ambre, on va gagner un jeton d'ambre qu'on va placer sur notre carte d'identité. Ensuite on va pouvoir attacher la carte à une de nos créatures et cette carte va donner un point d'armure à la créature et lui donner l'habilité Provocation. Donc mon chevalier est rendu maintenant avec une valeur de 3 d'armure et il a l'habilité Provocation. Donc il va protéger les créatures qui sont ses voisins, qui sont adjacentes à lui. Ils devront attaquer le chevalier avant de s'en prendre aux créatures adjacentes. Et finalement, on a des cartes d'action. Donc les cartes d'action, c'est un peu comme des sortilèges. Lorsqu'on va la mettre en jeu, on va appliquer son effet joué, son effet instantané, et par la suite, on va tout simplement défausser la carte dans notre défausse. Lorsque le joueur a terminé de jouer des cartes ou d'activer des cartes de sa maison active, il va passer à la 4e étape de son tour de jeu qui est de redresser les cartes qui sont inclinées. Lorsqu'elles sont redressées, les cartes pourront être utilisées dans un tour suivant si on réactive évidemment la même maison. Et finalement, la dernière étape du tour de jeu, la 5e, le joueur va regarder combien il a de cartes en main. Donc si j'ai 4 cartes en main, il va donc piocher des cartes pour monter sa main à 6 cartes au total. Si jamais le joueur a déjà 6 cartes et plus en main, il ne pioche tout simplement pas de cartes dans cette étape.
Lors de l'étape de pioche, si le joueur avait joué une carte avec un effet de chaîne, il avait avancé sur la piste de chaîne et selon il est rendu où sur la piste, il va piocher moins de cartes. Donc si je suis rendu à 5 sur la piste de chaîne, je vais piocher une carte de moins. Donc je vais seulement monter ma main à 5 cartes à la fin de mon tour. Et par la suite, je vais descendre de 1 sur la piste de chaîne jusqu'à temps qu'on n'ait plus de pénalité. Si à la fin de notre tour, on a 6 jetons d'ambre et plus sur notre carte d'identité, on doit le signaler à notre adversaire en disant que nous sommes prêts à forger. Comme ça, notre adversaire pourra essayer de nous contrer à l'intérieur de son tour de jeu pour ne pas qu'on forge une clé au début de notre prochain tour. Regardons maintenant comment fonctionnent les combats et les activations des cartes pendant un tour de jeu. Alors le joueur peut évidemment seulement activer les cartes de la faction qu'il a choisie. On va dire que notre joueur ici avait décidé d'activer les logos pour son tour, donc il pourra activer ces 3 cartes durant son tour de jeu. On peut, si on veut, envoyer nos créatures moissonnées. Donc toutes les créatures peuvent aller moissonner, qui peut nous permettre de ramasser des jetons d'ambre pendant notre tour de jeu. Alors je peux prendre une créature et tout simplement l'incliner sur le côté pour l'envoyer moissonner. Et on va récolter un jeton d'ambre qu'on va placer sur notre carte d'identité tout simplement. Certaines créatures, comme celle-ci, ont une habilité moisson qui va s'activer lorsque la créature est allée moissonner. Donc ici, je vais piocher une carte supplémentaire là, parce que j'ai fait l'action de moissonner avec une créature qui a cette habilité qui me permet de piocher une carte. On pourrait décider d'activer une créature pour la faire attaquer une des créatures adverses. On ne peut évidemment pas attaquer l'adversaire s'il n'a aucune créature dans sa ligne de mêlée. Alors je vais incliner la créature, je vais décider ensuite la cible de son attaque. On va regarder la puissance de la créature. Ici j'ai une puissance de 3. Je pourrais décider d'aller attaquer la créature qui est ici avec une puissance de 2. Les deux créatures vont s'infliger des points de dégâts en même temps. Donc ici je vais infliger 3 points de dégâts à la créature qui est là et elle va m'infliger 2 points de dégâts tout simplement. Comme j'ai 3 de puissance, il me reste 1 point de vie. Donc la puissance est aussi la force des créatures mais aussi leur endurance. Ici il a seulement 2 de puissance mais il a reçu 3 points de dégâts. Donc la créature qui est ici va tout simplement mourir. Elle a un effet détruit. Donc quand elle meurt, le joueur va gagner 2 ombres sur sa carte d'identité et on va ensuite placer la carte dans sa défausse. Ma créature qui a survécu à son combat avait une habilité combat qui va s'activer lorsqu'elle va justement combattre une autre créature et survivre à cette attaque-là, qui me permettrait ici de piocher une carte, encore une fois, donc je vais piocher une carte et l'ajouter à ma main. Le joueur pourrait avoir terminé son tour de jeu, va redresser ses créatures et son adversaire va pouvoir commencer son tour de jeu et va décider évidemment d'aller activer les 10. Il va envoyer attaquer sa créature ici avec 5 de puissance et il voudrait aller attaquer lui pour le terminer, mais la créature qui est ici a provocation, donc elle protège ses 2 voisins. Il est obligé d'aller l'attaquer avant pour pouvoir aller s'en prendre à cette créature. Donc il va aller attaquer le chevalier. Le chevalier a un bonus d'armure de +1 à cause de son amélioration qu'on lui a ajouté tantôt. Il a donc 3 d'armure. La créature ici inflige 5 de dégâts. On va commencer par enlever son armure, donc enlever ses 3 points d'armure. Elle va donc lui infliger seulement 2 points de dégâts. Mais le chevalier, il va infliger 4 points de dégâts à la créature qui est ici. Par la suite, s'il prend une autre créature et qu'il continue d'attaquer le chevalier a perdu son armure pour le reste du tour. Donc la créature ici va infliger tout simplement les 3 points de dégâts restants pour ainsi détruire le chevalier. Mais le chevalier va aussi détruire cette créature puisqu'il inflige 4 points de dégâts. Donc les 2 créatures vont tout simplement aller dans la défausse respective des joueurs. Une créature qui a une amélioration comme notre chevalier, l'amélioration sera aussi défaussée en même temps que la créature. Alors il pourrait utiliser cette créature ici pour attaquer et pourrait venir achever la créature qui est là. Donc à ce moment-là, on va infliger 6 points de dégâts ici. Elle va être morte évidemment. Et la créature qui est là va en infliger 3. Cette créature a une habilité que si elle détruit une créature, le joueur devra purger la créature et va gagner un ambre. Donc il va gagner un ambre et cette créature sera purgée. Donc lorsqu'elle est purgée, elle ne va pas dans la défausse. Donc elle est détruite pour le reste de la partie. Donc on va la placer face cachée sous notre carte d'identité à ce moment-là.
On a d'autres habiletés aussi qui existent à l'intérieur du jeu. Ici, j'avais une escarmouche. Donc, là, quand la créature attaque, elle ne subit pas de dégâts en combat. Et en plus, lorsqu'elle va en combat, elle va pouvoir voler une ambre. Lorsqu'on a l'habilité voler, on va aller prendre un ambre dans la réserve de notre adversaire et on va le placer dans notre réserve personnelle. On va pouvoir donc l'utiliser. Alors que certaines cartes vont avoir plutôt l'habilité capturer. Lorsqu'on va capturer un ambre, on va le prendre de la carte de personnage de notre adversaire et la placer sur la créature. Un joueur ne peut pas utiliser les ambres qui sont sur les créatures pour forger des clés. On peut seulement utiliser ce qui est sur la carte d'identité, mais on empêche notre adversaire, on le garde à ce moment-là hors de portée de lui. Et lorsque notre adversaire va tuer la créature qui a capturé de l'ambre, il va pouvoir le récupérer et le placer dans sa réserve. Pour les artefacts, la plupart du temps, on va avoir une action, on va pouvoir les jouer, donc on va pouvoir tout simplement les incliner et faire l'habileté ici qui serait de soigner une des créatures. Donc si ma créature avait subi des dégâts, je pourrais les enlever et la soigner immédiatement avec cet artefact. On a certains artefacts qu'on va devoir les sacrifier pour pouvoir activer leur effet et on va avoir des artefacts qui vont avoir l'habilité Omni. Omni veut dire qu'on peut activer cette carte même si on n'a pas activé la maison de cette carte-là pendant ce tour de jeu. On a certains effets de jeu qui vont nous permettre d'augmenter la puissance de nos créatures. À ce moment-là, on va prendre une carte puissance et on va pouvoir la placer en dessous de notre créature. Donc ici, elle serait rendue avec 6 de puissance. On a aussi des effets de jeu qui peuvent nous permettre de sonner une créature. Lorsqu'une créature est sonnée, on va placer une carte sonnée sur la créature. Et la prochaine fois qu'on va activer la créature, on va tout simplement enlever la carte sonnée au lieu de la faire attaquer ou de la faire moissonner. Alors les joueurs vont continuer la partie, vont enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un des joueurs, évidemment, réussisse à forger sa troisième clé et remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Keyforge. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Keyforge? Premièrement, c'est assez difficile de se faire une opinion rapidement parce que c'est tellement un jeu qui a beaucoup de possibilités à explorer. J'ai seulement 2 decks, évidemment, je connais pas toutes les maisons, je connais pas toutes les cartes encore, donc c'est vraiment un jeu où on est vraiment en mode exploration, puis je pense que c'est comme ça pour tous les joueurs qui ont eu la chance de l'essayer, donc on veut essayer, on veut explorer, on veut essayer des nouveaux decks, on veut des fois échanger des decks avec des amis, on veut essayer les decks des autres, donc on veut voir les possibilités, on veut voir les synergies, donc je suis vraiment encore dans cette phase-là. Donc il faut prendre ça en considération évidemment avec cette petite critique qu'on va essayer de faire. Premièrement, je tiens à spécifier que j'ai été dans ma jeunesse un grand joueur de Magic, donc j'ai toujours adoré ce jeu de cartes-là de Richard Garfield. J'ai joué à Magic en 94 à, je sais pas, 98 à peu près, donc début de mon secondaire. J'allais même à des tournois, j'avais déjà gagné un tournoi quand j'avais comme 12 ans, un tournoi contre des adultes, donc j'avais vraiment trippé fort sur Magic à cette époque-là. Donc évidemment, Keyforge, j'ai un peu recherché ces cordes-là chez moi, donc l'espèce de jeu de cartes, un jeu de duel où on joue un contre l'autre, donc j'ai vraiment un petit feeling qui est familier à ça. Même si c'est un jeu qui est complètement différent, oui, on peut avoir un feeling semblable, mais on a vraiment des mécaniques différentes. On est vraiment dans un autre jeu. On a vraiment créé un bel univers, je pense. Là, le côté visuel du jeu, c'est très cartoon. Ça me fait penser beaucoup à Hearthstone, un autre jeu de cartes que j'ai joué beaucoup dans les dernières années. Donc le jeu Hearthstone, un jeu vidéo, là, un jeu de cartes sur un jeu vidéo dans l'univers de World of Warcraft. Donc on dirait un mélange vraiment de Magic et Hearthstone. On a simplifié certaines choses, on veut que les parties décollent un peu plus vite. Donc des ajouts qui sont assez intéressants. En fait, j'adore le fait qu'il n'y ait pas de coût aux cartes. Donc c'est je choisis des cartes, je les joue, je peux jouer autant de cartes que je veux tant que c'est dans la maison que j'ai choisi. Ça c'est une dynamique intéressante, puis ça fait justement que on peut avoir un tour assez rapide qui est vraiment très efficace. Donc déjà si j'ai plusieurs cartes de la même maison dans ma main, je peux toutes les jouer. Donc ça donne un feeling vraiment le fun aux joueurs de dire ok, je déploie mes cartes assez rapidement ou les combos se font de façon instinctive, j'ai pas besoin
besoin de gérer une ressource ou de gérer quelque chose qui me permet de mettre mes cartes en jeu. Fait que ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée, même si c'est rare les jeux de cartes qui vont y aller dans cette direction-là. Fait que ça, c'est très cool. Le feeling aussi des maisons, c'est intéressant. Le fait que nos decks aient 3 maisons, on en choisit une à chaque tour, on l'active, on peut jouer avec cette maison-là, on peut défausser des cartes, on peut activer des cartes, etc. Fait que c'est une dynamique qui est intéressante. Le jeu est quand même très tactique, très stratégique. Des fois, il y a des... Comparativement à Magic, ben, on va aller placer des créatures sur le jeu, mais ça veut pas dire que je vais m'en servir pour attaquer l'autre nécessairement. Je pourrais essayer de faire du moissonnage, aller chercher des armes le plus vite possible pour faire mes clés, une espèce de course un peu. Donc ce feeling-là est un peu course plus que de confrontation, d'attaque. Donc il faut voir, est-ce que j'utilise mes créatures pour justement me faire de l'âme ou est-ce que je vais essayer d'aller tuer des créatures adverses pour justement y empêcher de maximiser les habiletés de ces créatures. Donc c'est des décisions qui sont intéressantes à prendre, on a beaucoup d'analyse et tout ça. Donc ça, c'est le côté tactique du jeu de cartes est vraiment encore le fun, puis on a plein de petites décisions qui sont intéressantes à l'intérieur d'une partie. Le jeu, évidemment, a un super beau format pour amener du jeu organisé, donc des tournois dans les boutiques, dans les pubs ludiques, etc. Fantasy Flight ont aussi une belle plateforme pour ça, donc on a même une application mobile, j'ai pas mon téléphone avec moi, mais on a une application mobile Keyforge où on peut enregistrer nos decks. Et quand on va arriver dans les tournois, on va pouvoir scanner notre identifiant aussi, on va pouvoir être enregistré comme ça. On va pouvoir avoir nos statistiques de nos decks qui vont s'enregistrer, savoir on a eu une victoire contre telle personne, contre tel deck. Donc les decks vont vraiment avoir des statistiques enregistrées, quasiment un peu comme des joueurs de hockey. Donc ça, c'est un concept intéressant. On a aussi un beau support pour les boutiques. On a fait des Discovery Kits, qui sont des kits que les boutiques peuvent commander s'ils veulent organiser des événements Keyforge. Et dans un kit, vous avez dans le fond tout le matériel pour faire des tournois pendant 1 mois. Donc vous allez avoir un tournoi à chaque semaine qui va pouvoir se faire, un tournoi dans les jours de semaine. On va pouvoir évidemment gagner des petits prix, des petites promos, des petits jetons promos, des choses spéciales. Et on va avoir ensuite un tournoi mensuel où on va avoir des plus gros prix, on va avoir des tapis de jeu, des choses comme ça. Donc du beau matériel promo pour avoir du plus beau matériel pour jouer à Keyforge. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, on va pouvoir gagner des decks probablement qu'on va pouvoir avoir aussi. Donc des choses qui sont très intéressantes aussi qui vont s'en venir dans le jeu organisé. Donc si vous êtes un tripeux de tournoi, je pense que c'est un jeu qui va bien s'y prêter. Le fait que le jeu soit clé en main pour le style tournoi, je trouve ça très cool. On achète son deck, on joue, on le découvre, on s'améliore, on apprend à le connaître. Donc c'est vraiment un jeu de cartes qui avait vraiment un beau feeling d'exploration. On a aussi plusieurs variantes pour les tournois. On peut avoir, évidemment, tout le monde amène son deck, on joue avec ce deck-là pour le tournoi. On peut avoir un tournoi avec des seals, donc ça veut dire que tout le monde va acheter un nouveau deck au tournoi. Et on va jouer avec ce nouveau deck-là, donc on le connaît pas nécessairement, on va apprendre à le connaître en jouant à l'intérieur du tournoi. Fait que tout le monde est vraiment sur le même pied d'égalité à ce moment-là. On peut avoir différents formats où on peut emmener 3 decks, chacun des decks représente une de nos vies. Quand notre deck a perdu, il est éliminé, on ne peut plus le prendre. On doit jouer avec nos autres decks comme ça, donc il y a différentes façons aussi. On peut avoir une variante de tournoi où on va jouer avec un deck, puis la partie suivante, on va échanger notre deck avec notre adversaire. Donc on va pouvoir jouer avec un deck de quelqu'un d'autre, puis on va essayer de l'analyser la première partie, puis après ça on joue avec. Donc je trouve qu'ils ont vraiment mis des belles idées sur la table. Puis ça va être vraiment, je pense, un jeu qui va être facile à emmener dans des tournois, des événements organisés. Fait que ça, c'est vraiment cool. Donc si vous voulez en parler à vos boutiques, dites-leur d'écrire à Fantasy Flight pour obtenir les Discovery Kits. Donc ça va vraiment être des beaux prix, puis ça va inciter les gens à créer une petite communauté autour de Keyforge. Fait que ça, je pense que c'est un jeu qui va être rassembleur, puis que je pense que ça va pogner beaucoup. Ensuite, pour les côtés négatifs du jeu, je trouve que les parties, des fois, sont un peu longues. Donc, on s'attend à une partie d'une vingtaine de minutes. Souvent, un jeu de cartes comme ça, c'est très rapide. Keyforge, les parties, ça va durer plus autour de 35-40 minutes souvent. Parce qu'évidemment, c'est vraiment une course. Fait que
je ramasse de l'ambre, j'essaie de gérer la bataille et tout ça. Puis les autres peuvent me bloquer, peuvent me voler de l'âme. Donc si on a ralenti l'adversaire, fait qu'évidemment la partie des fois ça a tendance à s'étirer un petit peu là, pour un jeu de cartes. L'autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est que dans la belle boîte de base, on n'a pas en fait de livret d'instructions complet. On a seulement un feuillet d'initiation avec lequel on va pouvoir apprendre à jouer avec les 2 decks de base qui sont proposés, que je vous ai montré tantôt. Et ça aurait été vraiment le fun d'avoir juste le petit glossaire. Il y a comme 3-4 pages de glossaire dans le vrai livre de règles qui est disponible en ligne sur le site de FFG. Vous avez dans le fond tous les mots-clés, les habiletés, ces choses-là. Fait que c'est le fun d'avoir un aide-mémoire pour ça. Mais malheureusement, on l'a pas dans la boîte. Il n'existe pas dans la boîte de base. Fait qu'il faut vraiment aller le télécharger, il faut le traîner. Fait que ça, c'était un peu fatigant. J'aurais aimé ça qu'ils mettent justement ce glossaire-là, un petit pamphlet avec ces pages-là dans le livre, dans la boîte de base pour qu'on puisse s'y référer facilement parce que les mots-clés, il y en a quand même plusieurs. Là. Je les ai pas tous présentés dans la vidéo, j'en ai quand même montré plusieurs, mais il y en a quelques-uns qui sont différents, qui n'étaient pas nécessairement dans les decks que j'avais obtenus non plus. Donc ça va venir, vous allez avoir des questions rapidement là-dessus. Donc soit vous allez vous télécharger le livret d'instructions, vous l'imprimer, ou vous pouvez le traîner sur votre téléphone à ce moment-là. Keyforge, pour l'instant, je vais lui donner une belle note de B. Donc, je trouve que c'est un bon jeu de cartes. Un bon jeu qui est dynamique aussi, que les parties sont très intéressantes. C'est sûr que des fois, il y a des parties à sens unique, comme tous les jeux de cartes. Des fois, notre deck sort pas, puis bon, on se fait planter. Mais quand les parties sont serrées ou que vraiment on a un joueur qui est revenu de l'arrière, qui a réussi à l'emporter, on va avoir des belles expériences de jeu. Donc, j'ai eu récemment justement des belles games. J'ai joué avec mon frère. Puis on a vraiment une belle partie où j'étais en train de gagner, puis finalement lui, il a sorti des combos, puis vraiment puissant, puis là il a joué une carte qui a permis de forger une clé pendant son tour, donc il a réussi à gagner comme ça, alors que moi je m'en allais gagner, quand ça revenait à mon tour, ben, je forgeais ma dernière clé, fait qu'il a vraiment sorti un combo au bon moment, puis on était comme waouh, c'est vraiment cool le combo que tu as réussi à faire. Fait que c'est vraiment un feeling intéressant. J'aime le petit feeling d'inconnu quand tu achètes un deck de OK, ben je sais pas qu'est-ce que je vais avoir dedans, je sais même pas quelle maison je vais avoir. Donc ça, le petit côté d'acheter des cartes, c'est sûr que j'ai toujours aimé ça, étant un ancien fan de Magic. Donc le fait d'acheter un deck, de l'ouvrir, de voir c'est quoi. Puis ce qui est vraiment le fun, ben, c'est l'aspect exploration, l'aspect découverte qui est très très cool à l'intérieur du jeu. Donc je pense que c'est un projet qui est assez ambitieux. Puis j'ai hâte de voir où ça va s'en aller, Keyforge. J'ai hâte de voir justement quand ils vont annoncer une prochaine série ou des choses comme ça, comment ça va grandir ce jeu-là. Puis j'ai vraiment, je vais avoir ça à l'œil, c'est certain. Puis je vais probablement aller m'acheter d'autres decks justement pour pouvoir au moins essayer de découvrir les autres maisons que j'ai pas encore obtenues dans mes decks. Puis de voir d'autres possibilités de combos intéressants qui existent. Donc Keyforge, un jeu de cartes très agréable. Donc allez voir ça si vous n'avez pas entendu parler de Keyforge. De toute façon, vous êtes sur quelle planète si vous n'avez pas entendu parler de Keyforge encore. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.